Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média, proche de Jean-Luc Mélenchon, a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous, aidez TV Liberté. L'Institut Montaigne, le très sérieux Institut Montaigne, vient de publier une enquête qui révèle l'explosion des pratiques religieuses en entreprise. 72% des managers interrogés disent qu'il s'agit d'une inquiétante explosion. Prenons le cas des demandes d'aménagement du temps de travail. Cela devient fou. Il est demandé des congés à gogo pendant la semaine sainte. Il est de plus en plus souvent exigé de sortir plus tôt du travail pour aller à l'office des vêpres. Le travail dominical, pourtant recommandé par le gouvernement pour doper la croissance, est de plus en plus contesté, les salariés exigeant d'aller à la messe à l'heure de leur choix, ce qui complique extraordinairement les plannings d'activités établis par la direction. Sans surprise également, on constate une augmentation angoissante de la présence des signes religieux ostentatoires. Missels laissés en évidence sur les bureaux comme autant d'actes de guerre. Médailles de baptême supérieures à 3 cm de diamètre et donc parfaitement visibles de loin. Croix de taille importante se balançant d'une poitrine à l'autre. Chapelets ou dizainiers portés à la main ou au poignet. C'est sans compter enfin sur les demandes de pause pour la prière. Le respect inconditionnel de l'angélus de midi est en ligne de mire, suivi de près par les pauses à rallonge pour cause de récitation du rosaire. Les entreprises ne savent plus comment gérer le phénomène. Elles paniquent complètement. Cela devient tellement problématique que dans plus d'un cas sur 2, cela nécessite une intervention de la hiérarchie. Et quand ça se passe mal, ça se passe de plus en plus mal. Certains employés ne refusent-ils pas tout simplement de travailler avec des calvinistes car ils sont luthériens tendance Zarathustra? Oui, vraiment, cela devient fou. Les entreprises sont ébranlées. Au train où vont les choses, il risque d'y avoir un grand nombre de fermetures d'entreprises. Allah merci, les médias s'intéressent au sujet et le font magnifiquement comme toujours. À l'image de France Info, qui publie un article complet sur la dite enquête et qui, Allah merci, ne prononce pas une seule fois le mot musulman ni le mot islam. Et France Info a raison, bien sûr. La seule religion à problème est à l'évidence la religion catholique, qui représente un danger mortel pour la France, tant elle étend à vive allure ses tentacules mortifères. Les chiffres sont implacables. Il y avait 95% de catholiques pratiquants en 1789. Il y en a 2% aujourd'hui. Cette évolution est affolante. Il faut à toute allure éradiquer ces 2% qui risquent bientôt de devenir 1% si l'on y prend garde. Il faut
éradiquer cette religion pour que puisse enfin respirer l'entreprise. Que l'entreprise respire non plus un air catholique nauséabond, mais puisse enfin respirer un air islamique chimiquement pur. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Emmanuel Macron, prince du râteau, roi du ratissage, et que je te ratisse du côté des républicains, du côté des grands patrons, du côté des petits patrons, du côté des ouvriers, du côté des banlieues difficiles, du côté des quartiers chics, du côté du monde agricole, et que je te ratisse toujours et partout. Les yeux rivés sur le président de la République, le parti Les Républicains essaye de l'imiter, en ratissant encore, en ratissant toujours, mais en ratissant seulement du côté du centre, en ratissant encore et toujours du côté du centre, en ne ratissant qu'au centre, mais en excluant ce qui n'est pas centriste. Les Républicains sont donc les empereurs du ratissage sélectif. Que viennent donc d'entreprendre nos républicains, empereurs du ratissage sélectif? Ils lancent actuellement des procédures d'exclusion contre leurs élus qui pactisent avec le Front National dans le cadre des prochaines municipales. On ne peut que leur donner raison. On ne pactise jamais avec le diable, sauf s'il s'appelle La République en marche. Ils viennent notamment d'engager une procédure d'exclusion contre le jeune Éric Tegner, jugé trop à droite. Éric Tegner, l'un des organisateurs de la convention de la droite qui s'est tenue à Paris en septembre dernier et qui a fait souffler une fraîche brise sur l'air pollué de la capitale, est jugé par le parti de la droite gouvernementale comme un personnage dangereux. Ah, ça pour sûr qu'il est follement dangereux, ce Tegner. C'est même un fou furieux. Il a serré la main d'Éric Zemmour et il aurait même le numéro de portable de Marion Maréchal. Qu'est-ce qu'il va fricoter avec la belle dame? Non, mais je rêve, il est fou allié, ce type. Tout cela en fait un individu hautement condamnable et il mérite sa peine, être exclu du parti républicain. En effet, la consigne de ce parti est claire. Au centre, toutes. C'est là qu'est la vraie vie. Le marécage, le marais où l'on patauge quand on ne sait pas trop où l'on va. Les marécages, endroits où ne pousse pas grand-chose et où prolifèrent les vilains moustiques grâce auxquels nous sommes couverts de pustules purulentes. Qui donc a décidé de lancer cette procédure d'expulsion de ce dingo de Tegner? C'est une décision d'Aurélien Pradier, le secrétaire général. Il paraît que ça rue un peu dans les brancards chez les Républicains, y compris dans les instances de direction. On ne trouverait pas que l'idée soit si bonne que ça. N'est-ce pas relancer, une fois de plus, l'éternelle machine à perdre de la droite française, la droite qui ne s'assume pas, qui traînasse à la remorque qui du socialisme, qui du macronisme, qui de ceci, qui de cela? On se demande bien pourquoi les Républicains s'obstinent ainsi à lorgner vers le centre quand toutes les vieilles badernes adeptes du centrisme joyeux ont déjà mis les voiles, Pécresse, Juppé, Raffarin et tant d'autres. Bref, l'avenir de notre pays n'est pas forcément au centre et les Républicains ne veulent pas le comprendre. Quand les Républicains comprendront-ils un jour que l'avenir est plutôt du côté de jeunes gens comme Tegner, ne serait-ce qu'au niveau de l'espérance de vie? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Manu, nous savons tous que tu regardes TV Liberté tous les soirs.
Nous ne sommes pas complètement stupides. Nous avons placé des indices à l'Élysée dans ton proche entourage. Ils nous disent que tu regardes tous les soirs le journal télévisé de notre chaîne, car tu sais, toi, que nous parlons vrai et que nous disons des choses intelligentes. Ce soir, je m'adresse à toi comme à un frère, comme à un père, comme à un fils, c'est comme tu voudras. Mais je m'adresse à toi les yeux dans les yeux pour te dire des choses importantes. Cela concerne tes déclarations fracassantes sur la pornographie. Tu viens de faire récemment une déclaration devant l'Assemblée de l'UNESCO sur la nécessité de renforcer la lutte contre la pornographie et de protéger les enfants. Évidemment, nous n'allons pas râler, c'est mieux que rien. Seulement voilà, Manu, on ne nous la fait pas. Ce n'est pas la première fois qu'un homme politique fait des déclarations émues sur le sujet. Première question, Manu, mon frère, mon père, mon fils, comptes-tu faire vraiment ce que tu racontes? En fait, que proposes-tu vraiment? Tu proposes de faire instaurer le contrôle parental par défaut pour filtrer les sites pornographiques. Dit autrement, tu proposes un contrôle parental effectif. Les sites cochons, Allah pardon, ont 6 mois pour réfléchir à la question. Vont-ils se prêter au jeu et aller jusqu'au bout? En l'absence de coopération, tu ferais passer une loi pour les contraindre. Manu, tu le sais bien, toutes les lois sur le sujet sont faites pour ne pas être appliquées, enfin. En matière de pornographie, l'arsenal législatif est assez fourni, mais n'est jamais utilisé. Manu, tu le sais bien, sur le sujet de la pornographie, les juges utilisent le code pénal pour allumer leur feu dans leur cheminée. Alors ta nouvelle loi... Autre question, Manu, mon frère. Tu veux réguler l'accès pour les mineurs de moins de 15 ans. Ah bon? Le jour où ma fille atteint ses 15 ans, tout devient possible pour elle. Manu, mon fils, tu réfléchis quelquefois ou pas? Ne te vexe pas, cette conversation est privée, les yeux dans les yeux, mais franchement, quelquefois, je me demande si tu es neuronisé. Autre question qui fâche, Manu, mon père, mon frère, mon fils. Je te sais suffisamment intelligent pour penser que tu sais que la pornographie conduit des familles au divorce, des adultes au meurtre, comme de sordides faits divers viennent régulièrement nous le rappeler. Et oui, mon bon Manu, la pornographie est si violente qu'elle peut conduire au féminicide. La protection des enfants est un impératif catégorique, mais elle ne saurait suffire. En fait, et tu le sais parfaitement Manu, la meilleure solution, eh bien c'est de couper le robinet à la source, c'est-à-dire d'empêcher les diffuseurs de répandre leur contenu pornographique. Certains pays, comme la Corée du Sud, la Russie ou les Philippines, entre autres, bloquent purement et simplement l'accès aux sites délictueux. Sois grand Manu, sois impérial, fais-le et vire du gouvernement la Marlène, amante de la pornographie et de la sorcellerie. Et là, Manu, tu deviendras immense, tu scintilleras comme les étoiles de tout l'univers, tu deviendras notre boussole à tous. Et je te le promets, nous oublierons la déclaration fracassante que tu avais faite en 2017 pendant la campagne électorale. Tu avais déclaré que le porno, je cite, « ça fait partie de la vie ». C'était une erreur de jeunesse. Nous te le pardonnons si tu agis vraiment contre la pornographie. Il ne faudrait pas que tu finisses comme Laurent Wauquiez, qui avait en son temps expliqué à Laurent Ruquier qu'il regardait des films pornographiques comme tout le monde, je le cite. Le moins que l'on puisse dire, c'est que regarder des films cochons, Allah pardon, ça ne lui a pas vraiment porté chance et que maintenant, Laurent Wauquiez a tout le temps de s'adonner à son passe-temps favori. Essaye, Manu, de ne pas finir comme lui. Bon, Manu, il faut que l'on se quitte. Continue de regarder TV Liberté tous les soirs et réfléchis bien à notre discussion de ce soir. Ton avenir est en jeu. Gros bisous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. En ce moment, dans l'Union européenne, nous vivons sous un régime de taux bas, et même sous un régime de taux quasi nul, ce qui est une aberration économique. Traduction, emprunter,
Vivez à crédit, on ne sait pas trop qui paiera la facture, mais on préfère ne pas le savoir. En attendant, cette politique tente de donner l'illusion que l'économie tourne. Le vice-président de la Banque centrale européenne, un certain Luis de Guindos, vient de souffler le froid sur la flamme de cette euphorie financière quelque peu irresponsable, en affirmant que ce petit jeu n'était pas sans risque, puisqu'il encourageait la formation de bulles, et que les bulles, comme chacun sait, un jour, ça explose. Il est futé, le vice-président. Il emploie une politique de communication bien connue. On laisse les enfants jouer à un jeu dangereux, on jette l'air de rien un petit « attention les enfants !» et comme ça, en cas de pépin, on est couvert et on pourra clamer « je vous l'avais bien dit ». Mais en attendant, on n'aura pas fait grand-chose pour éviter que les gosses mettent les doigts dans la prise. Cela s'appelle faire de la communication institutionnelle. Cela s'appelle aussi jouer du pipeau dans un langage plus familier. La partition qui se joue actuellement est simplissime. Les banques centrales continuent d'injecter dans l'économie des liquidités encore et toujours pour tenter de repousser toujours un peu plus loin l'échéance de la catastrophe attendue et redoutée. Mais cela n'empêche pas l'économie mondiale de stagner partout, sauf en Inde apparemment. Il n'est pas sûr que la croissance indienne apparente sauve le monde. En attendant le krach qui s'annonce, les spéculateurs continuent de fricoter avec les bourses mondiales, qui pourraient rapidement chuter. Les gens prudents, de leur côté, se dirigent méthodiquement vers des achats d'or ou d'immobilier. Même la toute petite Serbie vient d'acheter 9 tonnes d'or. La confiance mondiale n'est manifestement plus au rendez-vous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. C'est une grande nouvelle que l'on attendait depuis des années. Devant l'aggravation de la délinquance depuis 30 ans, que certains esprits chagrins liaient à une immigration massive et incontrôlée, le Premier ministre a décidé de prendre les choses en main. Il supprime d'un trait de plume l'Observatoire national de la délinquance. Ainsi donc, d'ici l'année prochaine, la délinquance sera formellement abolie, faisant de la France le premier pays sans aucun délinquant, un véritable paradis terrestre. Pourquoi cette suppression de ce noble observatoire ? Parce qu'il mène, de manière indépendante, des enquêtes statistiques sur la criminalité et la délinquance. Oui, entendu, mais pourquoi le supprimer ? Alors que la délinquance connaît une progression statistique que chacun peut réellement constater dans sa vie de tous les jours, la moindre des choses semble être de mesurer concrètement cette délinquance par un suivi indépendant et complet. C'est du simple bon sens. Cette délinquance, qui a transformé en quelques dizaines d'années notre pacifique France en terroir bien désagréable à vivre, est une réalité de terrain. Le fameux observatoire, par ses analyses et les statistiques qu'il délivrait, donnait des pistes d'action aux politiques qui, entre nous, ne faisaient rien. Ces statistiques étaient donc fondamentales. Et nous savons que la lutte contre la délinquance est un point électoral central capable de décider une élection, cela depuis la fin du XXe siècle. Et c'est là qu'intervient le génie politique de Doudou Fifi, notre Premier ministre. Puisque les statistiques sur les actes délictueux sont de plus en plus exécrables, il suffit de casser l'organisme national qui délivre librement ses analyses. Malin le Doudou Fifi, car ce qui compte en politique, c'est de gagner les élections et non pas de rendre la vie des Français meilleure. La vérité, si elle est gênante, doit simplement pouvoir être camouflée. Donc, plus de chiffres. Goodbye, l'Observatoire. On t'aimait bien, tu sais, comme disait Jacques Brel. Alors, profitons des dernières enquêtes de l'ONDRP,
Tel est le nom de cet observatoire. La dernière statistique intéressante en date montre que plus de la moitié des viols commis à Paris sont le fait d'étrangers. C'est le genre de statistique qui dérange un peu, surtout les féministes, qui, contre tout bon sens, adorent hurler avec les immigrationnistes. Il sera donc désormais beaucoup plus difficile de faire entendre sa détresse suite à une agression. Il nous restera les statistiques du ministère de l'Intérieur, qui sont à la vérité ce qu'une usine métallurgique est à l'art. Car le ministère s'évertue à comptabiliser chaque année 3 à 4 millions d'actes délictueux, alors que le chiffre réel est compris entre 12 et 14 millions. Plus que jamais, les agressions subies se perdront dans un silence angoissant. Encore moins de reconnaissance, encore moins de moyens de lutter. Il faut se faire à ce monde injuste jusqu'à ce qu'il soit bousculé par tous ceux qui n'en peuvent plus. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.